Alors, le recensement qui était prévu initialement en février-mars 2021 à Tournu, on était une commune recensée, est reporté d'une année en raison des conditions sanitaires. Donc, on n'a plus d'urgence à recruter des agents recenseurs, ni à organiser le recensement dans des conditions particulièrement difficiles. Il est reporté d'un an. Autre information, je pense que vous avez lu le journal de Saône-et-Loire. L'école primaire de Tournu, mais plus largement toutes les écoles publiques de Tournu ont été retenues comme école pilote au niveau de la région, enfin de l'académie, Bourgogne-Franche-Comté, au niveau de la région, comme école pilote ce qu'on appelle l'école immersive, qui est en fait une école bilingue. Alors, rapidement, cette année, depuis novembre, on est rentré dans la préfiguration de l'école immersive, c'est-à-dire qu'on a une enseignante bilingue, avec également une intervenante américaine, qui est une assistante linguistique, qui est accueillie dans les locaux de l'école, qui donne des leçons d'anglais aux élèves de CP et de CE1. C'est une préfiguration cette année, on va dire que ça sert un petit peu d'ajustement, de test, et notre école sera vraiment une école immersive à partir de la rentrée de septembre 2021. Donc on commence par les CP, et puis chaque année on va monter, les CP quand ils passeront en CE1, ils continueront le dispositif. Et au départ, quand ils rentrent en CP, ils ont 20% de leur enseignement en anglais. Alors c'est pas 20% en plus, c'est 20% des 24 heures d'enseignement qu'ils ont dans la semaine qui est diffusé, qui sera pratiqué en anglais. Et quand ils seront en CM2, ils auront 50% de leur enseignement en anglais, c'est-à-dire que sur 24 heures de cours, ils en auront 12 en anglais et 12 en français. Et ils feront des mathématiques en anglais, de l'histoire-géographie en anglais, toutes les matières, à part le français bien sûr, seront enseignées, une part en anglais, une part en français. Alors l'objectif, c'est qu'à l'entrée en seconde, ils soient déjà bilingues. Alors je pense qu'on a énormément de chances d'avoir été retenus. Il y a plusieurs villes qui ont été candidates, bien entendu. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir été retenus. Il y a trois facteurs, à mon avis, qui sont très très importants. Le premier, c'est bien sûr l'apprentissage de l'anglais. C'est très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout le monde le sait. Et les petits Français ont plutôt un petit peu de retard sur cet apprentissage de la langue anglaise. Donc on peut se féliciter que dorénavant, à Tournu, ce retard sera largement compensé. Une deuxième chose, c'est que au niveau cérébral, quand on stimule l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge, on stimule l'intégralité des capacités à apprendre des enfants. Et donc cela signifie que dans les tests qu'il y a déjà eu sur ces écoles immersives, en 6e, non seulement ces élèves ont un excellent niveau en anglais, bien entendu, mais également ils ont une hausse de leur niveau dans toutes les autres matières. C'est une stimulation cérébrale. À chaque fois qu'on stimule le centre du langage chez un enfant, on l'aide à améliorer son apprentissage dans tous les domaines. Et la troisième raison, c'est que la langue anglaise est un élément qui rassemble les enfants. En CP, cette année, on a 9 nationalités différentes à Tournu. Et des enfants qui viennent de ces 9 pays différents. Et c'est de plus en plus le cas, c'est de plus en plus fréquent, cette diversité d'origine. Et ces jeunes enfants qui viennent souvent de pays en difficulté, ils ont parfois souvent des retards scolaires, mais ils sont en avance en anglais. Et donc c'est une façon aussi de les valoriser. C'est-à-dire que la langue anglaise est une façon de fédérer les élèves, de les enrichir mutuellement les uns les autres, et de valoriser des élèves qui ne sont pas toujours ceux qui sont valorisés en temps normal. Voilà. Donc je pense que, moi je suis très favorable à ce projet. Je pense qu'on a une chance énorme de rentrer les deux pieds dans le 22e siècle quasiment grâce à cette école immersive. Et c'est une chance qui est donnée à nos petits élèves qui est importante. Le troisième point d'info que je voulais vous donner, c'est le dispositif Petite Ville de demain. C'est 1 millier de binômes communautés de communes qui ont été lauréates de cet appel à projet. La liste est sortie vendredi dernier. C'est un projet qui concerne les communes de moins de 20 000 habitants. Alors vous savez que plus de 20 000, c'était l'opération Cœur de Ville, qui a été mise en place il y a 2 ans. Et pour les villes-centres de moins de 20 000, il n'y avait pas de dispositif d'aide aujourd'hui de l'État.
Donc voilà, ce projet Petite Ville de demain vient combler ce trou un petit peu sur les plus petites villes, donc moins de 20 000 habitants, qui exercent un rôle de centralité. Le dispositif, c'est un accompagnement sur 6 ans, sous forme d'aide à subvention pour 3 milliards d'euros sur 6 ans, et également des aides à l'ingénierie. Donc on n'a pas plus de détails aujourd'hui, mais notre souhait, c'est qu'on soit mieux accompagné sur des thématiques qui sont complexes et que pour une ville de notre taille, on a du mal à élaborer des gros projets. Je pense par exemple au quai de Saône, qui est un projet, un enjeu majeur pour Tournu, où on avance difficilement, parce que c'est des sujets où on est confronté, les quais appartiennent aux voies navigables de France, il y a les lois sur l'eau qui sont très complexes, donc c'est des dossiers qui sont très lourds. Et c'est vrai que si on pouvait être accompagné sur des gros sujets comme ça, ou l'entretien du patrimoine également, pour nous, c'est important pour bouger sur ces grosses questions. Ensuite, la remise des agendas. Donc, en raison du Covid, on ne peut pas réaliser la cérémonie de remise des agendas. Lynn, je pense que tu as prévu d'en donner à chacun d'entre vous. Voilà. Concernant les responsables associatifs et puis les leaders économiques, Lynn, tu peux nous dire ce qui est prévu? Mercredi, jeudi... Non. Jeudi, vendredi et samedi. Alors, jeudi et vendredi soir et samedi matin. Voilà, c'est une remise par les élus à la Maison des Citoyens. Et puis ensuite, les agendas pourront être retirés à l'état civil. Et puis, dernier point d'info, Dominique est là? Alors, peut-être tu peux nous dire pour les colis de Noël remis aux seniors avec le CCS, ce qui est prévu cette semaine? Oui, c'est prévu jeudi matin. On attaque à 9h, on a prévu ça jusqu'à midi. C'est par groupe de 2 et chacun fera une quinzaine de personnes. Enfin, le groupe de 2 fera une quinzaine de personnes. D'accord. Et combien de colis seront remis au total? Ouais, dans les 500, je crois. Donc, j'aurais dit ça, 510, ouais. 500. Voilà, plus de 500 colis. On a dû dépasser les 500 de quelques choses. Donc jeudi matin. L'équipe est au complet, il n'y a pas de... C'est bon. C'est bon? Merci. Alors, je déclare ouverte la séance de conseil municipal. On va donc démarrer par désigner un ou une secrétaire de séance. Oui, Tu veux revenir? Alors, je vous propose Lynn. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou que quelqu'un veut se proposer? Ça peut être quelqu'un d'autre, hein? Non? Alors, Lynn, vas-y, procède à l'appel. Bertrand Vaux. Présent. Julien Farama. Présent. Bon, moi, oui. Frédéric Staub. Présent. Anne Mermet. Christophe Raveau. Présent. Christine Simoulin. Présent. François Cochet. Présent. Dominique Godillère. Jean-Paul Pain. Présent. Françoise Chenavas, excusez Isabelle Udry. René Varin. Présent. Anne Lefranc. Ingrid Reynaud. Bruno Lambert. Présent. Ania Martins. Laurent Comte. Présent. Gérard Collin. Présent. Isabelle Udry. Stéphane Bon. Présent. Laurence Fonrouge-Tardieu. Prisca Gardin. Jean-Bernard Piochot. Présent. Sébastien Barbet. Gaël Saint-Hilary. Marjorette Doudet, excusez, pouvoir Ania Martins. Teddy Carry. Présent. Dominique Hénard. Présent. Et Jean-Paul Melien, excusez, pouvoir Dominique Hénard. Merci Lynn. Monsieur Bonjon vient d'arriver. J'étais en train de dire avant que vous arriviez que nous devions être le seul cinéma ouvert ce soir en France. Hein. Ironie de l'histoire, on peut faire des conseils municipaux dans une salle de cinéma, on ne peut pas projeter un film. Alors attention, tout le monde a bien prévenu que le coronavirus ne pourrait pas rentrer dans la salle de cinéma ce soir, hein, contrairement à quand on diffuse un film où là c'est beaucoup plus dangereux. Alors, le compte-rendu des décisions. Non, d'abord, le procès-verbal de la séance du 17 novembre. Vous l'avez tous eu par mail. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Alors, on l'adopte à l'unanimité. Je vous remercie. Le compte-rendu des décisions, vous avez la fiche qui vous a été transmise, j'allais dire sur table, comme on a l'habitude de le dire, mais sur fauteuil, ce soir. Alors, les commandes publiques supérieures à 4 000 € et inférieures à 40 000 €, vous avez la liste. On continue la rénovation des sanitaires dans les établissements sportifs, comme vous pouvez le voir. Une nouvelle tranche de végétalisation du cimetière,
Ceux qui ne sont pas allés dernièrement au cimetière, je vous encourage à aller y faire un tour. Il a vraiment changé d'allure et je trouve que la végétalisation est un très beau projet. Ça change complètement la perception qu'on en a quand on se promène. C'est devenu un lieu où on a l'impression d'une moquette verte qui tapisse à peu près toutes les allées, les interstices entre les tombes, sauf les allées principales. C'est vraiment très bien fait, très réussi. On a toujours la sécurisation de l'école Raymond Doré, hein, c'est la dernière platine qui était prévue, je crois, François. Donc là maintenant, partout dans les écoles, on a pu mettre des platines avec des badges de sécurisation d'entrée. Je crois que ça a été fait. Et Charles Dard, ça n'est pas fait et c'est pas prévu parce que la physionomie de l'école n'est pas adaptée. Hein. C'est ça ? Et puis vous avez aussi l'achat de 9 défibrillateurs hein, pour pratiquement 10 000 €. Alors Laurent, tu peux nous dire peut-être un tout petit mot sur la loi qui nous oblige à mettre des défibrillateurs dans certaines salles et puis la liste des endroits où on a placé des défibrillateurs? Oui, alors depuis janvier dernier, le législateur nous impose d'avoir des défibrillateurs principalement dans les lieux publics. Alors les lieux publics sont classés en différentes catégories hein, suivant leurs affectations et le seuil de population qu'ils peuvent recevoir. Néanmoins, pour nous, on est concerné par plusieurs lieux. On a installé les mémoires des défibrillateurs au palais de justice, sur le site de l'abbatiale, dans les différents stades des gymnases de Cournu et à la mairie. Voilà, donc il y aura bien évidemment en début d'année prochaine, si tout s'y passe bien, une formation qui sera dans un premier temps proposée aux personnels municipaux, et puis après nous l'étendrons par le biais de réunions d'information publique à nos concitoyens. Voilà. Merci Laurent pour ces précisions. Ensuite, vous avez la liste des renonciations à notre droit de préemption urbaine. Alors, on peut quand même se féliciter que, bien qu'on était confiné depuis fin octobre, vous voyez que le nombre de cessions immobilières est toujours en croissance, et toujours un nombre important. C'est une bonne chose pour la rénovation du centre-ville, puisque souvent ces ventes sont réalisées sur le secteur de la revitalisation, avec à la clé des projets de rénovation. Hein. On a fait un point revitalisation avec nos partenaires la semaine dernière, et pour l'année prochaine, on a 25 projets de rénovation totale d'immeubles en stock. Alors les 25 ne verront sans doute pas le jour en 2021, mais c'est un chiffre important quand même pour Tournu, et on espère bien qu'un certain nombre d'entre ces projets verront le jour. Et puis vous avez les demandes de subventions, hein, puisque vous savez que maintenant j'ai une délégation spéciale qui me permet de demander des subventions hors programme d'aménagement pour différents projets. Et la première, hein, c'est la DRAC qui a été demandée, et on a déjà reçu dès hier la confirmation, l'acceptation de ces 11 000 € qui seront utilisés pour la préservation des collections du musée Bourguignon, puisque notre objectif c'est d'extraire toutes les collections Musée de France du musée Bourguignon pour sauvegarder ce qui est encore sauvegardable, et puis ensuite s'attaquer au bâti. Y a-t-il des questions sur les comptes rendus de décision? Alors, l'ordre du jour n'est pas modifié. On commence par la délibération numéro 1. C'est une présentation annuelle obligatoire aussi, dont on a l'habitude maintenant. Alors habituellement, c'est toujours un délégué citoyen, on va dire, hein, qui est membre du SIET, du syndicat intercommunal des eaux du Tournugeois. Mais depuis le 1er janvier 2020, seuls les élus ont le droit d'être représentants des communes au syndicat des eaux. Ce qui explique qu'on n'a plus de citoyens membres du syndicat des eaux. Et donc c'est Christine qui est l'élue référence chez nous au niveau de l'eau potable qui va présenter le rapport. Merci Christine. Tu avais branché, Christine. Ah, pardon. C'est normal que ce soit rouge, alors. Quand c'est branché, c'est rouge. Ouais, non, c'est... Ok. Bon, alors, donc, comme chaque année, donc, je vais vous faire... Prêt, Christine. Tu peux enlever ton masque. Il faut que j'enlève mon masque, mais j'aime pas bien que je le trouve. Ouais.
Non, faut le garder. On dit qu'il faut le garder. Il faut le garder. Voilà, je vais essayer de parler fort. Voilà, donc je vous présente ce rapport. Je me suis basée sur la présentation qu'avait fait Marc Bessillier l'année dernière, en l'adaptant bien entendu à l'exercice 2019. Alors, un petit rappel, donc le service est exploité en affermage, le délégataire c'est Suez, et vous voyez qu'en vertu d'un contrat qui a pris effet le 1er janvier 2010, et donc il prendra fin le 31 décembre 2021. Et donc c'est particulièrement important de bien mettre en évidence les prestations confiées à Suez, qui sont la gestion du service, c'est-à-dire c'est eux, par exemple, qui relèvent les compteurs, qui entretiennent les installations, qui font les facturations, qui vous envoient les factures. Ils mettent en service les branchements, ils font l'entretien de l'ensemble des ouvrages, des branchements, des canalisations, etc. Et ils renouvellent les branchements. Et vous voyez qu'en moyenne, 30 branchements, non, c'est 26 branchements par an qui sont effectués en moyenne. Et le syndicat, lui, s'occupe du renouvellement des canalisations qui font plus de 10 mètres. Et également, il a à sa charge l'entretien des captages, des puits de captage, des ouvrages de traitement, par exemple la station de traitement station de traitement, je vais retrouver le nom tout à l'heure, et le génie civil. Voilà. Voilà. Alors, ça, les nouveautés par rapport à l'année dernière, donc le nombre de communes est évidemment le même. Donc ça dessert, le syndicat dessert 8800 habitants, dont 5175 abonnés. Ce que j'ai mis en rouge, c'est la variation par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est sensiblement la même chose, avec une petite baisse. 3583 abonnés à Tournu. Et donc cette année, le bureau a changé. Le président est Éric Vivière, maire de Mancey. Il y a 2 vice-présidents qui sont Germain Gontier, qui est élu à Jugy, et Jean-Christophe Dupré, élu à Royer. Un secrétaire, Jean-Paul Bontemps, qui est le maire de Boyer. Et il y a une secrétaire administrative qui est Catherine Gabriel, qui partage son temps avec la mairie, le secrétariat de mairie de Mancey. 10 délégués, donc 4 à Tournu, dont je vous ai mis les noms, donc en titulaire Christophe Raveau, René Varin, Gaël Saint-Hilary et moi-même, et en suppléant Bertrand Vaux, Julien Farama, Frédéric Staub et Gérard Collin. Voilà, donc un petit rappel sur le trajet de l'eau de la station, enfin de la nappe alluviale de la Saône jusqu'à vos robinets. Donc il y a 3 puits qui pompent l'eau dans la nappe alluviale de la Saône, qui sont situés à Boyer et qui sont très bien protégés. Et donc l'indice de protection est de 100 sur 100. Et effectivement, donc la personne de Suez nous disait qu'il y a un résidu d'un pesticide qui est interdit depuis très très longtemps, dont j'ai un peu oublié le nom, mais ce résidu on ne le trouve absolument pas dans les puits à Tournu, alors qu'on peut le trouver dans d'autres puits le long de la Saône, parce que ces puits sont protégés depuis de nombreuses années. Alors cette eau qui est pompée par ces puits se retrouve à la station de la Grange, c'est le nom que j'ai oublié tout à l'heure. Elle subit un traitement qui est tout simplement une désinfection au chlore gazeux. Vous voyez que la capacité de production est bien supérieure à ce qui est utilisé. Ensuite, l'eau est stockée au château d'eau de la Garenne, puis on a d'autres réservoirs également sur Tournu. Et puis, elle arrive dans vos robinets par un linéaire de 174,7 km, dont 2 km ont été renouvelés en 2019, alors qu'il y en avait 1,7 en 2018. Le taux de renouvellement est de 1,17% sur 5 ans. Alors, l'indice de connaissance et de gestion est de 110 sur 120. Les 10 points qui manquent, c'est la localisation des branchements sur le plan cadastral.
travail encore à réaliser. La consommation moyenne par abonnement donc, est de 113,89 mètres cubes alors qu'elle était de 118,08 mètres cubes en 2018. Donc une petite diminution, et tant mieux, et il faudrait que ça continue à diminuer comme ça pour que la planète aille mieux. Alors au niveau du prix, donc Marc, vous avez mis la facture, moi j'ai fait un peu plus simple. Dans le prix de l'eau, vous avez la part de l'exploitant, c'est-à-dire Suez, avec une part fixe qui est l'abonnement. Vous voyez que là, ça avait beaucoup augmenté en 2018, c'était à cause de la loi NOTRe, je ne demandez pas trop plus. Et cette année, l'augmentation est de 2,1% de cette part fixe. Ensuite, la part qui est proportionnelle à la consommation, on a 3 tranches. Alors en général, les ménages se trouvent dans la tranche numéro 1. Et donc il y a eu également une augmentation de 2,1% cette année, de 4,42% pour les consommateurs entre 301 et 5000 m3, et puis de 2,1% pour ceux qui consomment encore plus. À cela s'ajoute la part du SIET, de la collectivité, donc du SIET, une part fixe qui n'a pas augmenté et une part variable en fonction de la consommation qui n'a pas augmenté non plus. Et enfin, s'ajoutent des redevances pour le prélèvement sur la ressource, les redevances de pollution et la TVA. Voilà, pour trouver tout ça sur vos factures. Les recettes du SIET qui ont augmenté de 1,65% avec une baisse de TVA par contre voilà, de 50,46%. Pour l'exploitant, c'est-à-dire Suez, eh bien, les recettes ont augmenté de 5,2%, avec sur la part fixe 7,3% et sur la part proportionnelle 3,6%. Vous avez là l'état de la dette du SIET, voilà, qui a augmenté en 2019 parce qu'il y a eu de très gros travaux en 2018 qui... ces gros travaux, c'est le changement de ce qu'on appelle la conduite d'exorde, c'est-à-dire la conduite qui va du puits à la station de traitement. Et c'est de l'ordre de 300 000 €, donc un nouvel emprunt a dû être réalisé. Alors, le petit schéma sur la performance du réseau. Donc en A, vous avez le volume mis en distribution, c'est-à-dire pompé sur l'année. Et puis en B, il faut le volume consommé. Ce volume consommé, c'est le volume prélevé moins les pertes. Pertes qui sont quand même encore très importantes, 208 953 m3. Dans le volume consommé, on distingue 3 choses. Le volume de service, c'est l'eau consommée par Suez ou par le SIET quand il y a des nettoyages de canalisation, des choses comme ça. Le volume consommé sans comptage, ce sont les bouches incendies. Et puis, je crois également l'eau qui est dans les cimetières, qui n'est pas comptée. Et donc, le volume comptabilisé, c'est 601,11 m3 cette année. Et là-dedans, il faut enlever les volumes dégrévés pour avoir le volume facturé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le rendement du réseau, c'est-à-dire le rapport entre B et A, qui est de 74,9%. Suez s'engage à la fin de son contrat à avoir un rendement de 75%. Donc, voilà, la fin du contrat, c'est l'année prochaine. À la fin de l'année prochaine, je pense qu'il aura atteint les 75%. Et ce qui est intéressant également, c'est l'indice linéaire de perte. Et c'est, vous voyez, 3,29 m3 par kilomètre et par jour. C'est beaucoup. Alors, les travaux engagés, le prix de ces travaux, après, je vous dirai à quoi ça correspond. Là, vous avez la somme. Suez a donc mis en place 18 branchements neufs, il en a renouvelé 43, il a remplacé 42 compteurs. Alors, l'âge moyen du parc compteur, c'est 7,9 années. Donc, il a posé 42 compteurs et il a fait des réparations sur le réseau, 30 réparations sur le réseau, 27 réparations de fuite
sur le branchement d'eau potable. Peut-être que vous avez le souvenir de cette grosse casse qu'il y a eu en mars et qui a commencé. Il y a eu une casse le même jour en Baraban et puis après au Comoron. Et quand même, là, j'avais relevé ça, donc ça a entraîné une perte de 2000 mètres cubes d'eau. C'est énorme. Hein. Énorme. Et puis, pour vous donner une idée aussi de la partie qui n'est pas comptabilisée, qui correspond aux bûches d'incendie, il y a eu 2 gros incendies à Tournu sur le parking de Carrefour, et puis un à Royer, dans une grange. Et ça correspond à 500 mètres cubes d'eau qui ont été utilisés pour éteindre l'incendie. Voilà. Il y a eu des travaux aussi à la station de la Grange et puis à Boyer. Donc ça, c'est des travaux effectués par le Suez. Alors, pour l'année 2019, donc, il y a eu des travaux à Boyer, à Tournu, à la Croix-Léonard. On a peut-être subi un peu les conséquences désagréables. Il y a eu des travaux pendant assez longtemps. Programme 2020, donc à Royer, à Jugy et à Tournu sur la vieille route d'Osnay. La première tranche et une deuxième tranche de prévu. Voilà, le programme 2020 a été terminé. Donc vous voyez les sommes. Pour Jugy, 20 000 euros, Royer, 140 000 euros et Tournu, 140 000 euros. C'est le programme 2020 terminé. Alors, la proposition du programme 2021 est très importante. Donc des travaux à la Chapelle-sur-Ansion, de nombreux travaux à Tournu. Vous avez la liste avec un problème pour l'instant au Clos-Mouron parce qu'il faut bien sûr avoir, ça veut dire qu'on ferme, enfin pas entièrement mais partiellement la départementale et donc il faut l'autorisation de la DRI, elle n'est pas encore, enfin cette autorisation n'est pas encore obtenue. Donc c'est des travaux sur Tournu de 795 000 euros. Donc le total, vous voyez, est très important et cette année, l'agence de l'eau propose une subvention de 50%. C'est pourquoi la somme, enfin il y a plus de travaux prévus cette année 2021. Voilà, alors je vous ai dit que donc il devait y avoir une procédure de délégation puisque Suez termine son contrat à la fin de l'année 2021. Donc voilà le calendrier qui est prévu. Donc en 2020, ça y est, ça s'est fait. Donc le passage en préfecture de la délibération. On a élu les membres de la commission de la délégation, donc 5 titulaires et 5 suppléants. Pour Tournu, eh bien c'est moi-même qui suis titulaire et René Varin le suppléant. Et notre première réunion de travail, c'est vendredi matin à Moncey. En 2021, eh bien, en janvier, publication d'appel à candidature, en avril, ouverture des enveloppes, en septembre, présentation du rapport, et en octobre, là, on devrait être prêt pour délibérer sur le rapport de la commission sur le choix du délégataire. Voilà, donc un très court travail, mais très intéressant, en perspective, et qui nous a... Enfin, qui entraîne la création d'un comité citoyen sur le potable. Tu veux venir en parler, Gaëlle? Voilà. Bon, écoute, je peux en parler, alors si tu veux. Donc, l'idée est de créer donc, un comité public sur le potable. Donc, vous avez peut-être vu passer un petit questionnaire très simple qui a été diffusé aux habitants de Tournu. Et donc, ils doivent répondre à ce questionnaire et puis dire s'ils sont d'accord pour faire partie de ce comité. Et il y aura 8 citoyens et puis il y aura les délégués au SIET. Et donc, ça va être très vite, maintenant, je crois. En janvier, on va pouvoir le mettre en place. Voilà, et donc l'objectif de ce comité sera de faire des propositions pour améliorer
la qualité de l'eau potable et puis aussi travailler sur les économies possibles que l'on peut réaliser, que n'importe quel citoyen peut réaliser, puisque l'eau est un bien commun mais en danger actuellement. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allô? Ah, ça marche plus. Il faut que tu... Attends. Merci beaucoup, Christine. Ah, il faut éteindre celui-ci. Si, marche. Si, c'est bon? J'entends, j'ai pas de retour. C'est bon? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est juste avec Julien, on va baisser un peu, je pense. Alors, merci beaucoup, Christine. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai deux petites questions. On a vu que la recette de TVA avait sacrément diminué. Est-ce qu'on sait pour quelle raison? J'avais pas envie qu'on me pose. Ah, d'accord. Non, mais... Pas trop capable de répondre. D'accord. Mais on peut peut-être demander au président du siège. Oui, bien sûr. Hein? Mais j'ai pas trouvé dans le compte-rendu la réponse. D'accord. Bon, étonnant, on baisse pareil de 100 000 à 50 000. Oui, oui. Et concernant la commission de délégation, il y a 5 titulaires et 5 suppléants. Tournu représente à peu près 85% des abonnés. 80% des abonnés, 85% de la consommation. Il n'y a pas de proportionnalité en fonction de l'importance du nombre de consommateurs sur la commune. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et question subsidiaire du coup, concernant l'appel d'offres pour le renouvellement de la délégation, est-ce que le cahier des charges est déjà rédigé ou pas? Alors, il y a un document, un pré-document, on ne doit pas dire comme ça, mais bien entendu, le but des réunions, c'est de retravailler ce cahier des charges. D'accord. Et est-ce qu'il y a des projets particuliers relatifs à la qualité de l'eau, à la dureté de l'eau Pour l'instant, on n'a pas encore D'accord. discuté. On va commencer vendredi. Ah, on a une question. Une question, j'ai entendu Bruno. parler de compteurs avec détecteur de fuite d'eau. On m'a dit qu'il faut faire baisser le syndicat. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été abordé? Tout le monde a entendu la question, Bruno? Ça permet de réduire les fuites. Oui. C'est les fameux compteurs électroniques, hein. Alors à ne pas confondre avec les Linky, puisque les Linky ils fonctionnent tous les jours, enfin plusieurs fois par jour, hein, ils envoient des signaux. Ces compteurs-là, ils sont en veille, ils se connectent quand on les stimule seulement pour un relevé par exemple, et on peut également les utiliser en fonction de détection, hein. Il suffit de les activer et de les relever alors que tous les robinets sont fermés sur une certaine période, et on voit s'il y a... On voit tout de suite s'il y a une augmentation. Mais l'idée est effectivement d'augmenter le nombre de compteurs. Enfin, Ouais. Mais pour l'instant, dans le cahier des charges. Il y a un charges, travail à faire important sur les fuites, on voit bien. on pourrait demander dans le cahier des charges de la délégation une installation d'un certain nombre ou d'un pourcentage de compteurs. Il faut peut-être qu'on soit vigilant et attentif sur cette question dans le cahier des charges. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christophe? Non, j'ai une réponse. J'ai consulté les comptes du CIET sur les années 2016 à 2019. Et en fait, la diminution de TVA provient en fait d'un décalage sur l'année 2016 où elle avait été pas comptabilisée en totalité. Voilà. Donc augmentation sur l'année suivante et diminution en proportion sur la dernière année. C'est des décalages de date en fait. Entendu. Ben, merci pour la réponse, Christophe. C'était bien comptable comme question. Ouais. Y a-t-il d'autres questions pour Christine? Non, pas d'autres questions? Merci Christine pour cette présentation très intéressante. Des comptes rendus de ces réunions de travail. Alors, deux délibérations finances maintenant, Christophe Raveau. La première, c'est une décision modificative sur le budget usine relais. J'ai l'impression qu'il y en a chaque conseil municipal. Alors, Des règlements intérieurs. Ah oui, excuse-moi Christophe, je vais trop vite, j'ai sauté la numéro 2, modification du règlement intérieur, mais ça va aller très vite. La préfecture nous a demandé
de préciser, puisqu'on a un article qui était nouveau dans le règlement intérieur qu'on a voté la dernière fois, qui se rapporte au téléphone portable. Et on avait marqué une phrase laconique qui était l'interdiction des téléphones portables. Et donc on nous a demandé de préciser ce que c'était comme interdiction. Et donc on remplace interdiction des téléphones portables par l'usage des téléphones portables est autorisé pendant les séances publiques, à condition qu'ils soient mis en mode silence afin que les sonneries intempestives ne perturbent pas le bon déroulement des débats. Voilà, on ne voulait pas interdire spécialement les tablettes ou les téléphones portables. Certains en ont besoin pour suivre le déroulé des délibérations et des débats, mais c'est le bruit qui peut poser problème, parce que si on est 25 à laisser le son sur son téléphone, vous imaginez bien que ça rend difficile la tenue des débats. Voilà. Donc, est-ce que certains d'entre vous souhaitent s'opposer à cette délibération, s'abstenir? Personne, voilà, merci. Alors Christophe, je te rends tout de suite la parole. Merci, ça marche. Oui, de décision modificative, mais cette fois qui concerne le budget USR, qui est en train d'être clôturé, puisque la compétence développement économique a été transférée depuis quelque temps à la communauté de communes. Et il restait notamment dans les comptes 2 sommes qui sont à solder pour un total de 17 000 euros. La première, qui est d'un montant un peu plus élevé, 14 600 euros, correspond à un dépôt de garantie sur loyer, qui est annulé et réintégré en recette, il n'a plus d'objet. Et la deuxième, pour 2 400 euros, c'est un transfert d'une garantie sur loyer, toujours, qui est donc transféré à la communauté de communes, qui gère maintenant et qui s'occupe de la location des locaux commerciaux sur la zone, du Pas-Fleury. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative pour 2020 du budget USR. Y a-t-il des questions? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Alors adopté à l'unanimité. Merci, on continue. L'autorisation donnée au maire d'engager et de liquider, de mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2021. C'est une délibération habituelle au mois de décembre. Voilà, habituelle, puisque dès lors que le budget n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'année suivante, donc ce qui est un peu compliqué, puisqu'il faudrait qu'il soit adopté avant le 1er janvier 2021. Donc l'exécutif est en droit d'engager les recettes à hauteur, les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement dans les limites de celles inscrites au budget de l'exercice précédent. Vous voyez que ça représente des montants importants, c'est la totalité de ce qui a été constaté donc, sur 2020 pour 2021. Et pour ce qui concerne les investissements, pour ce qui concerne les dépenses, uniquement dans la limite du quart des crédits ouverts sur l'exercice précédent. Alors vous avez dans les tableaux qui suivent par budget le montant des crédits ouverts, donc les dépenses engagées en 2020 multipliées par 25%. Alors vous les avez, vous voyez que pour le budget principal, on a un total de 1 931 229, 203 550 pour le budget assainissement, pour le budget USR rien, et 2 926 euros pour le budget cinéma. Il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote des budgets primitifs 2021 et dans la limite des montants définis ci-dessus. C'est bien dans la limite des montants des budgets qui ont été votés. On ne se permet pas des excentricités en l'attente de l'adoption du budget primitif 2021. Ce que je vous propose, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Pas de questions. Je vous propose de voter d'un seul bloc le budget général, le budget assainissement, le budget usine relais et le budget cinéma. Si personne ne s'y oppose, on vote tout d'un coup. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Adopté à l'unanimité, merci. Alors, maintenant on va parler des écoles et particulièrement de la participation demandée aux communes pour les enfants qui sont scolarisés dans les écoles publiques de Tournu mais qui habitent dans une autre commune. François? Oui, alors, c'est une habitude, je dirais, annuelle. On va t'amener un micro. On va t'amener un micro pour que tout le monde entende bien. Merci François. Oui, ça marche. Donc, cette première délibération et la seconde, qui découle pratiquement aussi de la première. Donc, le calcul de la participation demandée aux communes pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques. Donc, suivant l'article de loi 83-663 du 22 juillet 1983, conformément à la réglementation, il est précisé que la participation demandée
aux communes pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques est calculé par rapport au coût réel de l'élève du secteur public, vu les frais de fonctionnement des écoles publiques de Tournu pour l'année scolaire 2019-2020. Donc vous avez tout le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, les charges de fonctionnement, vous avez les frais de personnel, vous avez les frais, disons, de gestion et les activités scolaires. Et vous arrivez donc à un total, un coût moyen par élève de maternelle et un coût moyen des élèves du primaire. Donc, sur le bas ça vous fait, pour les maternelles, 1665,93 €, le coût moyen. Par rapport à l'année dernière, on était à 1545. En analysant un peu les différents chiffres, on s'aperçoit qu'on a des frais supplémentaires au niveau, disons, du personnel et des ATSEM et du ménage. En particulier, bon, la Covid-19 nous a pénalisé dans certains cas, puisqu'il avait fallu faire des désinfections des classes. C'est une des raisons. Pour le primaire, on est passé donc de 200 à 277,06 contre 338. Là, la raison, elle est la suivante. C'est les activités, je dirais, scolaires, notamment sportives, et puis les transports qui ont diminué puisqu'on n'a pas pu faire d'activités sportives, ou très peu. Donc on arrive à un coût moyen de 747,75 sur la base de 419 élèves pour 2019-2020 et à comparer à 785,85 pour l'année 2018-2019. Au niveau des effectifs, on est à 419, y compris maternelle et primaire, contre 399, une baisse d'une vingtaine d'enfants. Pardon ? Une augmentation, oui. Et il doit y avoir une baisse en maternelle, non ? C'est une légère baisse en maternelle. Oui, qui est compensée par oui. Une plus forte hausse en primaire. Oui. Merci François. Et alors, je continue. Ah, pardon. Donc, il est proposé au Conseil municipal de porter le montant de la participation des communes aux frais de scolarité des enfants fréquentant les écoles publiques de Tournu à 747,75 € par élève pour l'année scolaire 2020-2021. Merci François. On peut quand même se féliciter et féliciter l'action des services de la ville de Tournu et puis aussi du personnel enseignant parce que c'était une année quand même particulière sur le deuxième semestre de l'année écoulée. Je sais que certaines écoles en France ont vu leur coût de frais de scolarité exploser si on ne fait pas attention en période de Covid et si on met des moyens qui sont surdimensionnés par rapport à ce qui est pertinent de faire, on peut voir les coûts s'envoler absolument. Donc là, les coûts, ils ont été vraiment bien maîtrisés. Bon, quand il a fallu mettre les moyens sur la désinfection, on l'a fait. Quand il a fallu apporter des aides, un accompagnement, on l'a fait, mais tout en mesurant et en maîtrisant l'augmentation des coûts. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on peut dire qu'on n'a eu aucun foyer épidémique dans nos écoles publiques à Tournu. Donc en plus, le résultat, concrètement, est à la hauteur des ambitions qu'on s'était fixées, des écoles sûres. Donc c'est très bien. Merci François. Il faut dire aussi qu'après le confinement, quand on a été autorisé à repartir, à reprendre, ça nous a aidé pour la reprise de septembre. Puisqu'il y avait des habitudes qui ont été prises et un certain nombre
Oui, on peut rappeler même qu'on a été une des seules écoles de Saône-et-Loire à rester ouverte absolument tous les jours. Nous n'avons pas fermé une seule journée. Dès le premier jour du confinement, nous avons accueilli les enfants des personnels soignants de toute la région entre Mâcon et Châlons. Nous étions la seule école ouverte, hein, on n'a pas fermé une seule journée. Nous avons repris l'enseignement dès le premier jour pour lequel c'était autorisé au mois de mai. Donc nos écoliers n'ont pas raté un jour d'école. Hein. On a été très proactifs de ce côté-là, on a été très aidés par l'inspection académique, par les enseignants. Et je pense que c'était une très bonne chose pour les élèves, comme tu viens de le souligner, François. Et la rentrée, on n'a pas tellement peiné, les choses se sont faites à peu près naturellement, parce que les mois de mai et juin nous ont permis de roder toutes les mesures qui ont été prises par la suite. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Savoir, il y a combien d'élèves qui viennent des communes extérieures Je ne sais pas si on va avoir le chiffre ce soir, François. Le nombre d'élèves qui viennent des communes extérieures sur les 419. Entre 15 et 20, j'ai en tête, et la grosse partie des gens viennent du Villard. Voilà. Alors, les communes dont la carte scolaire les envoie tour nu sont les suivantes. C'est Le Villard, Royer, Martelly-sous-Brancion, La Chapelle-sous-Brancion, et La Truchère est libre de venir à Tournu ou au regroupement scolaire de Lacroix-Préty. Voilà. Donc c'est des communes où il y a très peu d'habitants, hein, donc on est entre 15 et 20 élèves chaque année. Et puis on a quelques élèves aussi qu'on accueille des communes plus lointaines. Voilà, selon deux cas de figure, soit des aînés hein, qui sont scolarisés à Tournu, parce qu'un enfant, une fois qu'il est scolarisé dans une école, même s'il déménage, on doit le garder si les parents nous le demandent. Et puis quand des aînés sont scolarisés dans une école, la fratrie, on a l'obligation de les scolariser chez nous. Hein. Donc on a quelques élèves de Cuisery, de l'hébergement de Cuisery, des choses comme ça. Et puis on a les enfants de Lys, puisque nous sommes les seuls à accueillir des enfants atteints de certains handicaps. Hein. Il y a une classe Ulysse à Cuisery, par exemple, aussi, mais qui n'accueille pas tous les enfants, alors que nous, on a une capacité d'accueil beaucoup plus large dans les troubles de handicap dont sont victimes les enfants. Ce qui fait qu'on peut accueillir des enfants d'assez loin dans ces cas-là. Voilà. Mais c'est très ponctuel, on parle vraiment de... On en a 8 Ulysse. Ouais, il y a 8 Ulysse, mais la plupart sont tournus. On va en tournus. avoir une dizaine. Cette année, ça diminue un petit peu. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, pas d'autres questions. Donc là, on délibère pour un taux moyen hein, sur les communes extérieures. C'est donc 747,75 €. Et c'est un taux pondéré entre les maternelles et les primaires. Alors, pourquoi on utilise cette règle de calcul? Parce qu'on pourrait prendre le coût des maternelles pour les maternelles et le coût des primaires, mais pour deux raisons. D'abord, on a peu d'élèves qui viennent de l'extérieur. Donc, on va éviter les usines à gaz en comptabilité. Et puis ensuite, les enfants qu'on accueille des communes extérieures, souvent font toute leur scolarité chez nous, de la maternelle à leur primaire. Les déménagements sont quand même assez rares sur 15 à 20 élèves. Donc, deux tarifs reviendraient à beaucoup de travail supplémentaire pour, au final, un coût de scolarité sur l'ensemble du parcours scolaire de l'élève qui ne serait pas sensiblement différent. Ce qui va être pas la même stratégie pour la délibération suivante. Hein. On va le voir, où on a, pour Saint-Valérien, les deux calculs, parce que là, on a des grosses variabilités entre les maternelles et les primaires. Alors, donc pour ce taux de 747,75 € pour l'année scolaire, est-ce qu'il y a des abstentions ou des oppositions? Adopté l'unanimité, je vous remercie. On continue, François. Hein, oui, alors l'école Saint-Valérien, c'est le même principe. Hein. Du calcul du forfait communal pour l'école Saint-Valérien. Donc, vu l'article L 442.5, tu sais, François, tout le monde a eu le temps de le lire. Hein, tu peux résumer ça. Donc, en réalité, le principe du calcul, tout le monde aussi a eu le temps de lire. Oui. Donc, on arrive à la situation suivante. Il est prévu donc de facturer, d'établir le contrat sur la base suivante. Les 1665,83 € pour les maternelles et
Et pour le primaire, pas. 277. Le primaire. En fait, c'est le même chiffre que le tableau C'est le précédent. tableau précédent. Sauf qu'au lieu de faire un prix pondéré, on applique un prix pour les maternelles. 277,06. Ensuite, on arrive donc au calcul global. 51 000 pour les maternelles, 17 177 pour les primaires, sachant qu'on a 31 maternelles élèves de Tournu et en primaire 62. Soit un total à la hauteur de 68 821,55 €. Valider le forfait communal à verser à l'école Saint-Valérien. Voilà. Y a-t-il des questions? Aucune question. Alors on passe. Important de dire que c'est valable jusqu'en 2023. Oui, on a passé une délibération de cadre en 2019. Oui, en 2000. Oui, jusqu'en 2025, hein, c'est ça? On était sur 5 ans en compter de 2020. Oui. On a délibéré en 2019. Oui. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il y avait une délibération qui avait été votée par la municipalité de nous précédents. Aujourd'hui, si on était resté sur l'ancienne délibération, celle de 2015, Saint-Valérien aurait fermé, puisqu'il n'y aurait quasiment plus de subventions municipales. Il était prévu un désengagement important de la commune de Tournu. Il serait resté dans les 15 à 20 000 euros. Donc on avait rencontré à l'époque les responsables de l'école Saint-Valérien, et il nous a paru important de reproposer au conseil municipal une nouvelle délibération de façon à quand même apporter notre soutien à l'école privée Saint-Valérien de Tournu, de façon à pouvoir maintenir un choix et une diversité sur le territoire. Et puis de toute façon, on aurait quand même beaucoup de mal à absorber tous ces élèves si l'école devait fermer. Hein. Donc voilà, on a trouvé un protocole d'accord qui maintenait grosso modo à peu près d'un an sur l'autre un montant à peu de choses près comparable, hein, puisque voilà, l'année dernière on était à 70 893 €, donc il y a 2 000 € de moins, mais il y a quelques élèves en moins aussi, hein, c'est proportionnel, puisqu'on ne paye que pour les élèves dont les parents habitent Tournu, et normalement il appartient à chaque commune de payer pour les élèves ressortissants de leur propre commune. Voilà pour les explications. C'est quand même important de le rappeler, surtout pour ceux qui n'étaient pas là. Est-ce qu'on peut dire aussi que Saint-Valérien aujourd'hui c'est 198 élèves au total, et une vingtaine de communes. Voilà. Alors, quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il voter contre? Alors, adopté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante, c'est une délibération habituelle en fin d'année également, hein, c'est les tarifs pour l'année 2021. Alors, on a déjà voté certains tarifs le 1er septembre. C'est les tarifs qu'on vote qui sont des tarifs en vigueur pour les années scolaires, hein, qui démarrent le 1er septembre jusqu'à la fin de l'année scolaire, par exemple ceux de l'école de musique. Et là, on vote les tarifs qui s'appliquent sur une année civile. Alors, je vous rappelle que, conformément à la législation, le Code des collectivités territoriales, ces tarifs sont fixés librement par le conseil municipal, c'est ce qu'on fait ce soir. Les services qui sont concernés, ce sont bibliothèques et, c'est nouveau cette année, la ludothèque, puisque l'année dernière, les usagers avaient acheté une carte ludothèque via le CCAS, puisque c'était un service de CCAS, et on avait décidé, bien que cette adhésion se terminait officiellement le 30 juin, de ne pas appliquer un nouveau tarif. On a bien fait, parce que vu les périodes de fermeture qu'on a eues, il aurait fallu vraisemblablement rembourser les gens. Donc voilà, sur la deuxième partie de l'année 2020, ils n'ont pas payé. Mais là, à partir de 2021, il faut quand même qu'on applique un tarif sur la ludothèque qui est maintenant municipale. Le cimetière, les vacations funéraires, le cinéma, la Palette, les droits de place et stationnement, les musées, Greuze et Hôtel-Dieu, la location de matériel et la mise à disposition de personnel, les salles, les prestations diverses. Voilà. Alors, concernant les salles, ce qu'on appelait les salles abbatiales, on avait un tarif salle abbatiale dans lequel il y avait le réfectoire, le cellier, mais également Saint-Valérien, qui n'est pas une salle abbatiale. Alors, concernant ces tarifs, il y a quelques changements. Alors, Madame Culasse, écoutez-moi bien, parce que j'ai relevé des petites modifications sur la délibération. Hein. Alors,
on va y revenir précisément, hein, je vous détaillerai la grille. Alors, ce qu'il faut laisser, hein, c'est qu'on applique maintenant un forfait de charge générale obligatoire, qui sera de 20 € par jour. C'est les charges d'électricité, de surnettoyage s'il le faut, parce que là-bas, on n'a pas de service de nettoyage, donc on ne peut pas appliquer de tarif. Ensuite, on appliquera également alors un forfait montage et démontage qui sera facturé à leur agent. Le troisième point qui a été indiqué, c'est location une semaine minimum. Ça, il faut le rayer. Parce que non, on a toujours sur certaines salles, enfin on a toujours partout un tarif journée. Hein, c'est important pour les concerts. Ensuite, le tarif unique tournu hors tournu. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Vous allez voir quand on va modifier la tarification, les cartes de tarification. Hein, on aura toujours une grille. Mais la grille, ce sera manifestation commerciale ou payante et un tarif réduit pour les manifestations totalement gratuites et sans but de commerce. Voilà, l'objectif est de promouvoir les actions ouvertes à tout le monde. Ensuite, pareil, le point suivant, il faut le supprimer. Tarif unique pour la location du cellier et du réfectoire. Non, il faut le supprimer parce que c'est pas un tarif unique. Et puis le dernier point, on laisse, c'est ce que je viens de vous dire, la distinction entre les manifestations commerciales et non commerciales. Donc ces tarifs, ils seront appliqués à partir du 1er janvier 2021. Alors, on démarre par la bibliothèque et donc maintenant la ludothèque. Alors il y a une augmentation des tarifs, mais il n'y a plus de carte ludothèque, hein, c'est-à-dire que la cotisation annuelle maintenant donnera droit à la fois à la bibliothèque et à la ludothèque. Alors, pour les moins de 25 ans, on conserve la gratuité, mais la ludothèque n'était pas gratuite pour les moins de 25 ans. On propose d'inclure la gratuité pour les moins de 25 ans, pour la bibliothèque également. Les adultes résidents à Tournu, donc on était à 8 €, hein, non, on était à 5 €, pardon, la bibliothèque, ce qui était très peu, hein, c'est pas du tout les tarifs qu'on peut constater ailleurs. Donc là, on propose 12 €, c'est un tarif annuel hein, qui donne accès à la bibliothèque et à la ludothèque. La carte famille, 2 adultes plus les enfants qui résident à Tournu, 18 € annuel. Les résidents hors Tournu, 24 €. La carte famille pour les hors Tournu, 36 €. Et on maintient la gratuité, y compris la ludothèque, pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA et les adultes en formation. Les tarifs de location des jeux, alors pour les livres, il n'y a pas de tarif de location, hein, c'est inclus dans l'adhésion annuelle. Par contre, il y a un tarif de location des jeux qui reste inchangé. Alors, qui reste inchangé, non, pas tout à fait. Vous voyez qu'il peut y avoir un centime de progression. Alors, oui, ça, c'est quelque chose aussi qu'on vous propose. C'est une modification assez importante dans les calculs des tarifs annuels. Jusqu'à présent, la ville de Tournu, assez bizarrement, parce que ce n'est pas les pratiques habituelles, n'applique pas d'augmentation de tarifs annuels liés à l'augmentation du coût de la vie. Ce qui fait que, rappelez-vous, il y a 2 ans, on s'est trouvé face à un gros problème au cimetière, hein, avec des recettes qui dataient de 35 ans, qui n'avaient pas évolué depuis 35 ans, et qui étaient très insuffisantes pour couvrir nos besoins d'investissement, de renouvellement au cimetière. Donc on avait dû augmenter assez sensiblement les tarifs cimetières. Quand on n'augmente jamais un tarif, le jour où on le fait, ça fait mal. Donc là, ce que je vous propose ce soir, c'est, sauf exception, puisqu'on va voir quand même qu'on peut symboliquement effectuer des exceptions, de maintenant calculer des tarifs d'une année sur l'autre qui prennent en compte l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Donc cette année, c'est 1,1%. Le taux d'inflation, il sort en mois de mars. Hein, donc là, c'est le taux d'inflation 2020 pour l'année 2021 de 1,1%. Donc si vous êtes d'accord, maintenant, les tarifs de la ville seront toujours calculés sur la base de taux d'inflation. Comme ça fera des petites augmentations qui seront lissées et ça nous évitera de devoir augmenter d'un seul coup une fois de temps en temps quand on y pense. Voilà, vous avez le tarif des grands jeux. Et puis la partie du bas du tableau sur les pénalités de retard est inchangée. Hein, on n'a pas modifié ça. Est-ce qu'il y a des questions, ludothèque, bibliothèque? Alors, je continue. Le cimetière, donc on applique l'augmentation du coût de la vie, hein, l'inflation de 1,1. En dehors de ça, il n'y a pas de modification. Sur le cinéma, alors sur le cinéma, il a été décidé d'appliquer l'augmentation de 1,1% uniquement sur la location de la salle. Sur les tickets d'entrée, quels qu'ils soient, on vous propose de ne pas les augmenter parce que ça va être compliqué de faire redémarrer le cinéma en 2021 si on a le droit de le faire, vu les coupures qu'on a en cette fin d'année et qu'on a eu déjà lors du premier confinement et on a eu du mal à faire revenir les gens au cinéma.
on vous propose de ne pas toucher aux tarifs parce que si on les augmente maintenant, ça risque d'être contre-productif sur l'attractivité du cinéma. Hein. Mais c'est une proposition, hein, vous pouvez intervenir. Voilà, alors sur le cinéma inchangé, je rappelle quand même que il y a beaucoup de tarifs réduits, hein. Vous voyez qu'il y a toute une liste en particulier pour les jeunes, les moins de 14 ans, 4 €, hein. Allez voir le prix du cinéma à Châlons-en-Macon pour les moins de 14 ans, vous verrez qu'on est bien loin des 4 €. Il y a des tarifs spéciaux divers et variés, vous les avez sous les yeux. On peut souligner le tarif scolaire aussi, 3,50 €, hein. C'est pas tous les cinémas qui pratiquent ça, c'est pour les encourager à venir au cinéma et ça fonctionne plutôt bien. Et puis on a les abonnements avec un tarif Line, c'est 5 €, c'est le tarif spécial, c'est ça? Où est-ce qu'on le voit? C'est prix de la place. Carte magnétique, voilà, pardon. Carte magnétique nominative. Donc maintenant, les gens rechargent sur une carte magnétique, ils achètent le nombre de places qu'ils veulent. C'est un achat groupé, ils peuvent prendre à partir de 5 places. Et c'est 5 €. 5 €, c'est plus que 2 fois moins cher du tarif abonnement des multiplex qui nous environnent. Voilà. Et je ne vous parle pas des économies d'essence, de temps et de CO2 produits. Donc j'espère qu'on va pouvoir réouvrir et réattirer les cinéphiles locaux. Des questions sur le cinéma? Alors je continue. Les droits de place et stationnement. Alors pareil, cette année, les droits de place et stationnement, hein, vous savez, c'est les locations des terrasses pour les bars-restaurants essentiellement, ou les places de marché pour les commerçants non sédentaires. Je vous propose de ne pas appliquer d'augmentation cette année parce que les pauvres, ils ont déjà du mal à s'en sortir, même si c'est des augmentations de 1% très mineures. Je crois que symboliquement, ça enverrait un mauvais signal et que cette année, il faut jouer un petit peu la carte blanche dans les augmentations dans leur direction. Si vous êtes d'accord. Des questions? Alors, le musée, même principe que le cinéma, hein, les prix des places, on ne va pas y toucher. De toute façon, il n'y a pas un gros enjeu parce qu'on ne vend pas beaucoup de places. Par contre, sur la partie boutique, on applique l'augmentation de l'inflation, puisqu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Des questions pour les musées? Pas de questions. Alors, vous avez 3 pages de musée, et ensuite, vous avez la location de matériel. Alors, tout le matériel qu'on loue, en réalité, enfin, qu'on met à disposition gratuitement, n'est pas référencé ici. L'IN a entrepris un travail de référencement, et l'année prochaine, on l'aura incessamment soutenu. Voilà, peut-être on le revotera, hein, je ne sais pas si c'est prêt, on pourra peut-être le revoter. Donc pour l'instant, c'est essentiellement le matériel qui nous est demandé régulièrement, c'est-à-dire podium, grille, barrière. Voilà, alors vous avez vu qu'on supprime, hein, et ça vous le verrez pour les locations de salles, c'était marqué gratuit pour les associations locales. Or, on demande dans les demandes de subvention de remplir une page de demande de subvention en nature où on leur demande de déclarer ce qu'ils veulent comme mise à disposition. Le but, c'est de le valoriser. Alors, si c'est gratuit, on ne peut pas le valoriser. Donc, le but, c'est d'avoir un tarif qui est indiqué sur les tableaux, et une association locale dont on soutient un événement et qui veut du matériel gratuit nous fera une demande de mise à disposition gratuite. C'est une subvention en nature, et comme ça, on pourra valoriser l'intégralité des services qu'on rend aux gens qui nous le demandent. Tout en bas du tableau, on a modifié également il y avait un tarif transport, mais qui incluait du personnel, donc on a précisé. Vous avez un tarif mise à disposition de personnel, donc c'est 45 € de l'heure, hein, ce qui correspond au coût moyen du personnel qui est mis à disposition. Un forfait livraison de 50 €, et ensuite une indemnité kilométrique de 1 € par kilomètre effectué. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces tarifs? Il n'y en a pas. Je rappelle que les associations qui veulent bénéficier davantage en nature peuvent nous demander des gratuités, et il nous appartient de statuer sur ces demandes. Les locations de salles. Alors, on vous a remis quand même, hein, en grisé, sur une page suivante, les anciens tarifs des salles, pour que vous puissiez comparer les tarifs. Et on a rassemblé sous un seul tarif, ce sera plus facile pour nos services, tous les tarifs de location de salles. Alors la cour du cloître, vous l'avez, ça ne change pas, alors en dehors des 1,1%. On a ajouté la cour de l'Hôtel-Dieu, parce qu'elle est demandée maintenant, et ça peut être aussi un moyen de rendre ce lieu plus vivant. 200 € par jour. Le palais de justice, alors jusqu'à présent les tarifs, hein, c'était du one shot, c'était le même tarif pour 1 heure ou pour 2 heures, une demi-journée. Donc maintenant, on a regardé un peu le prix des salles de réunion dans la région. Bien sûr, on est encore très en dessous, mais on est aussi là pour aider, hein, les associations à se réunir.
Donc, toutes les salles aux étages, c'est maintenant, il y aura un tarif demi-journée qui reste inchangé, 25 €, et un tarif journée qui est plus élevé, parce que souvent la journée, quand on les loue, c'est des formations pour des entreprises privées, et 46 € c'est déjà pas cher, hein. Une location de salle dans un hôtel à la journée, c'est 250 €. La salle 15 est plus chère, 75 et 120 €. Ensuite, vous avez salle 2 et salle 3. Alors là, on avait beaucoup de tarifs, on les a simplifiés. Alors, à partir de ces salles-là, qui peuvent avoir un intérêt commercial, donc on a deux entrées, hein. Les manifestations à caractère commercial, c'est-à-dire soit avec un ticket d'entrée payant, soit avec des ventes à l'intérieur, ce qu'on appelle donc des salons. Donc là, par jour, 75 €, par semaine, 300 €. Et le tarif réduit, quand c'est une manifestation gratuite, c'est 50 € la journée, 200 € par jour. Alors là, vous voyez que c'était 1300 € par semaine, hein. Donc on a beaucoup diminué le coût de ces salles, mais 1300 €, c'était jamais appliqué. C'est beaucoup trop cher pour une salle du Palais de Justice, hein, où la sonorisation est catastrophique. Enfin, on a essayé de mettre un peu en cohérence. C'était beaucoup plus cher que les salles abbatiales. La commercialité est quand même pas la même. Ensuite, on a le réfectoire. Alors, réfectoire et cellier des moines, on avait 36 tarifs différents. Donc là, on vous propose une grosse simplification. Aujourd'hui, on est à 4 tarifs différents par salle à la place de 36. Alors, on a notre forfait charge dont je vous ai parlé à 20 €. Et ensuite, on a une location à la journée ou à la semaine. Le tarif normal, c'est 280 € par jour pour le réfectoire. C'est la plus chère. 1400 € à la semaine. Et le tarif réduit quand c'est une manifestation gratuite, 140 € la journée, 700 € la semaine. C'est un tarif qui est vraiment pas cher par rapport à la salle qui est louée, hein. 700 €, c'est même pas le prix de la journée d'une salle abbatiale à Cluny, une salle à Mâcon, à Louhans ou à Chalon-sur-Saône. Le cellier des moines, 240 € la journée, 1200 € la semaine quand c'est commercial, et moitié moins, 120 €, 600 € quand c'est non commercial. Sur le même tableau, vous avez Saint-Valérien, 200 € la journée, 1000 € la semaine quand c'est commercial, et 100 € la journée, 500 € la semaine quand c'est pas commercial. Et je suis en train de me rendre compte qu'on a oublié, il va falloir rajouter, Madame Culache, je pense. Je vous propose d'ajouter la ligne caution qui était dans l'ancien tarif. On a dû oublier de l'ajouter, je pense, quand on a fait le nouveau tableau. Voilà. Saint-Valérien, oui, j'ai noté, il y avait 8 tarifs avant, hein, là on tombe à 4. Alors, il y avait 2 tarifs de caution, 500 € par salle ou 1000 € pour 2 salles, mais on peut laisser peut-être 500 € par salle abbatiale. Lynn, tu es d'accord? Voilà, on vous propose donc de mettre une ligne caution, 500 € pour chaque salle abbatiale. Et est-ce qu'on demande une caution pour les salles du Palais de Justice ou c'est trop compliqué? Ah, elles y sont les cautions pour le Palais de Justice? D'accord. Ah, c'est les anciens tarifs, ça. Ça, c'est les tarifs 2020. Mais pour 2021, je pense qu'on a oublié de les répliquer sur le tableau. Donc, on va mettre 500 € par salle. Par contre, ma question, c'est pour les salles du rez-de-chaussée du Palais de Justice. Est-ce qu'on met une caution? Moi, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a beaucoup de locations et puis il n'y a pas possibilité de faire des dégâts. C'est des salles vraiment... La caution peut être intéressante dans la mesure où ah oui. Du personnel de nettoyage. Oui, c'est vrai. Intéressant quand même d'avoir une caution. Et alors, on prendrait 500 € aussi pour une salle au Palais de Justice, ou par exemple 300 200 200 Ça vous va, 200 à juger? C'est bon, 200? Alors, Madame Culasse, on va donc mettre caution, salle 2 et 3 du Palais de Justice, 200 € par utilisation. Et réfectoire cellier Saint-Valérien, 500 € par utilisation. Tout le monde est d'accord sur cette proposition de caution? 500 €, c'est pas trop? Ah. Vous savez, vous pouvez petite salle, les fêtes aux alentours, c'est 500 € de caution. Ouais. Ok. C'est incitatif à Oui, oui, tout à fait. Surtout que pour les salles abbatiales, étant donné qu'on n'a pas de service de nettoyage là-bas,
on ne peut pas facturer de ménage, hein, mais dans les 20 € par jour, si on doit repasser un petit coup, ça amortit quand même, hein, quand on loue une semaine ou 15 jours, voilà. Au palais de justice, on a un tarif ménage, hein, vous avez vu, puisqu'on a un marché ménage avec un tarif à l'heure, donc on peut facturer, on peut faire à l'entreprise et puis refacturer le nombre d'heures aux personnes qui ont rendu la salle. Et puis le dernier tableau, c'est prestations diverses, c'est essentiellement des photocopies. Alors oui, je ne vous ai pas dit dans le tarif bibliothèque, mais ça nous avait échappé. Les photocopies à la bibliothèque étaient gratuites. Moi je vous propose de supprimer la ligne gratuite dans le tableau bibliothèque et de mettre que le tarif est le même dans tous les services de la ville, y compris d'ailleurs à l'espace Chanet. Donc c'est les tarifs qu'on vote là. On vous avait proposé ces tarifs parce qu'ils étaient à peu près au niveau de ce qui se faisait à Tournu. Le but, c'est qu'une ville ne doit pas rentrer en concurrence avec des professionnels de la conception de photocopies. Voilà. Il y a des professionnels Tournu qui font ça très bien. C'est pas le rôle d'une ville de se substituer à un service privé. Alors il y a les tarifs divagation d'animaux aussi, hein, qu'on avait voté il y a 2 ans. Alors là, on les a pas augmentés, mais enfin ils sont tout frais, il faudra qu'on le fasse l'année prochaine. Et puis 10 € pour les badges, hein, quand ils sont perdus, puisqu'on en remet un gratuit. Mais si les gens les perdent, on ne peut pas leur remettre des badges gratuits tout le temps. Et puis le tarif intervention éducateurs sportifs territoriaux, on peut le supprimer, puisque l'éducation nationale n'accepte plus les interventions extérieures, hors cadre musique à l'école, éveil musical, dans des proportions très très limitées, avec une convention particulière. Voilà. Mais on le fait gratuitement de toute façon. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces tarifs? Oui. Les gymnases, quand ils sont loués pour des manifestations autres que le sport, est-ce que vous les louez? Comment ça se passe? Alors, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un gymnase autrement que pour le sport. Donc on ne peut pas voter de tarif. En revanche, on peut demander à la préfecture des dérogations à l'utilisation sportive dans un maximum qui est théoriquement de 3 par an. Et nous, on a négocié avec la préfecture parce que comme on n'a pas de salle des fêtes depuis 2016, 2015 même, 2015 ou 16, enfin on n'a plus de salle des fêtes depuis un petit moment, on a réussi à obtenir de la préfecture la possibilité de monter jusqu'à 5 dérogations. Mais on ne peut pas appliquer de tarif parce que ce sont des dérogations, on n'a pas le droit de louer un gymnase pour une manifestation extra-sportive, c'est interdit. Donc non, dans ces cas-là, c'est à chaque fois une délibération municipale, on demande l'avis du conseil municipal pour mettre à disposition gratuitement ces salles. Parce que dans le cadre de compétitions, on va dire, régionales, nationales, là, vous ne les louez pas. Les gymnases, on ne les loue jamais. D'accord. Non. Non, on ne les loue jamais parce que tous les jours, elles sont mises à disposition des associations selon un planning établi. Et lorsqu'on les met à disposition pour une rencontre particulière, les associations s'arrangent entre eux. On demande leur accord pour modifier l'utilisation. Voilà. On pourrait le faire, hein, louer la salle pour des manifestations sportives, mais la pratique en la matière... Je vous pose la question parce que je sais que ça se fait ailleurs. Ouais. Et ailleurs, dans certains pays, il est très cher. Ouais. Ben, il faudrait qu'on se renseigne, voir pour quel type de manifestation et quel prix, ça pourrait être intéressant de voir. Hein, ça va jusqu'à 2 à 3 000 €. ouais. Mais pour quel type de manifestation? On a des gymnases en été. Régionales, voire nationales. Ouais. On n'a pas de tribune, on n'a pas de salle. Après, le problème, c'est que nos installations à nous... Ils ne sont pas très équipés pour recevoir à mon avis, elles seront difficilement louables. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces tarifs? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? S'opposer? Alors, je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Christophe, je te rends la parole sur la formation des élus. Délibération numéro 8. Oui, la formation des élus qui est une obligation. Le conseil municipal doit délibérer pour ce droit et déterminer les crédits ouverts pour financer donc ces formations. La situation actuelle qui reste en vigueur, la loi du 27 décembre 2019 n'a pas encore vu tous ces décrets d'application en vigueur. Donc prévoit un financement à hauteur de 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus.
Voilà, et le Conseil est appelé à délibérer pour définir les thèmes privilégiés de ces formations, qui doivent concerner les fondamentaux de l'action publique locale, les finances, les marchés publics, etc. Les formations en lien avec les délégations d'appartenance aux différentes commissions, et donc inscrire annuellement à chaque budget les crédits correspondants. Vous demandez au Conseil municipal de se prononcer sur les modalités d'exercice de droit à formation de ces membres. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un est-il contre? Alors, adopté à l'unanimité. Délibération numéro 9, Julien, c'est le règlement pour les terrasses, la mise à jour du règlement existant. Oui, donc dans le cadre d'un précédent règlement, on avait édicté un certain nombre de règles, dont les principales sont d'ailleurs très liées au droit public et aux différentes réglementations qui peuvent exister, notamment dans le Code général de propriété des personnes publiques. Donc on souhaite évidemment poursuivre, offrir toujours une possibilité aux restaurateurs et aux bars de pouvoir occuper le domaine public et d'installer des terrasses, surtout dans le contexte qu'on connaît. Je rappelle qu'on a autorisé cette année ce droit de terrasse de manière gracieuse pour l'ensemble des restaurants qui nous ont fait cette demande. On leur a aussi offert la possibilité d'étendre la surface d'exploitation, et ce sans coût, puisque la gratuité totale a été offerte, ce qui représentait quand même un coût de 17 000 €, enfin un manque à gagner de 17 000 € au total pour la ville de Tournu, mais ça nous paraissait nécessaire compte tenu du contexte difficile pour cette catégorie de commerce. Ceci étant dit, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de restaurants ou de bars ou de commerces finalement connaissaient qu'imparfaitement le règlement antérieur, et donc on a procédé à un toilettage complet, ce qui va permettre de remettre à niveau un petit peu tout le monde par rapport aux droits et aux devoirs liés à cette occupation, cette autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Donc on a procédé à un toilettage complet du règlement en ajoutant un certain nombre de points. Vous l'avez eu en annexe, je n'en ferai évidemment pas une lecture totale, juste rappeler un certain nombre de points. C'est que cette autorisation est donnée chaque année et qu'elle n'est pas automatiquement renouvelable, elle doit être redemandée chaque année par l'exploitant. Il y a un certain nombre de pièces à fournir pour pouvoir l'obtenir, et notamment une photo du secteur concerné, puisque ce n'est pas une autorisation qui vaut autorisation d'urbanisme, et donc derrière cette autorisation qui est donnée d'occuper le domaine public, il y a quand même un certain nombre de règles à respecter en matière d'urbanisme et d'installation notamment, de tous les mobiliers ou des éléments plus fixes qui peuvent être installés. Tout est envisageable à partir du moment où on respecte les règles de droit, ce qui me paraît être la moindre des choses. Ces autorisations sont données aussi à titre personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission en cas de changement de propriétaire. C'est un point assez important pour être souligné, parce qu'il peut y avoir une petite incompréhension de la part de certains exploitants, donc c'est important de le rappeler en cas de changement de propriétaire, de vente du fonds. Et puis c'est aussi une autorisation précaire, puisqu'on peut, pour tout motif public, notamment d'intérêt général, mettre fin à cette autorisation, parce qu'on considérait que dans l'intérêt général de la commune, on doit ne plus permettre cette possibilité. Donc elle sera renouvelable si l'établissement fait la demande explicite, ce qui permettra de revoir avec chaque établissement et chaque année les conditions d'utilisation de cette terrasse. Vous avez ensuite un certain nombre d'articles sur les horaires d'exploitation, sur les responsabilités, sur les éléments d'agencement de la terrasse qui sont soumis à autorisation de la ville, sur aussi l'interdiction de la publicité sur notamment l'ensemble des parasols, c'est des choses aussi qu'on a pu voir arriver, et puis les engagements aussi du propriétaire de s'occuper du nettoyage de cette terrasse, qui paraissait quelque chose d'important. On a intégré à ce règlement aussi les étalages des commerçants, qui peuvent également être intégrés à ces autorisations d'occupation du domaine public, avec là aussi les différents rappels d'obligations, de limites, de nuisances sonores qui peuvent être générées par ces occupations, et donc l'ensemble des dispositions aussi financières qui sont rappelées. Bertrand l'a dit, on a modifié aussi la fixation des tarifs, qui était un petit peu complexe à comprendre pour tout le monde, y compris pour la police municipale, mais surtout pour les restaurateurs. Donc vous avez vu dans la ligne des tarifs une simplification. On calculera ça non plus au mètre linéaire dans certains cas et à la surface dans d'autres, mais exclusivement à la surface occupée par la terrasse,
avec un coût au mètre carré. Ça, on aura un principe équitable pour l'ensemble des demandes qui nous seront fournies en début d'année par les restaurants. Voilà dans les grandes lignes, je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci Julien. Alors, y a-t-il des questions? Ça vous laisse quoi? Bien. Alors on vote. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Merci, à l'unanimité. 3 délibérations maintenant, 10, 11, 12, sur Alors c'est des délibérations qu'on a l'habitude de vous proposer tous les 2 ans. C'est au sujet des redevances d'occupation du domaine public. Je laisse la parole à René. Tu nous fais grâce de tous les détails, hein, René, et tu nous synthétises ça comme tu sais le faire. Merci. Bien sûr. Je vais juste préciser ce que c'est que la RODP. C'est la redevance d'occupation du domaine public. Elle est due par des exploitants. On va, comme tu le dis bien, voir 3 rapports. Un concernant l'électricité, donc Enedis. Un concernant tout ce qui est les réseaux de télécommunications, avec les réseaux aériens souterrains. Et la 3e délibération concernera les réseaux gaz. En gros, cette redevance n'avait pas été actualisée depuis très longtemps. Elle a été revalorisée suite à la demande des différents collectivités et prestataires. Ce qu'on peut considérer, c'est que la revalorisation et la demande portent sur des sommes qui sont relativement modestes et qui sont calculées avec des formules où on intègre soit le linéaire des réseaux, soit la population, et auquel on ajoute un coefficient lié à l'indice du bâtiment. Voilà. Et ce que je peux préciser, par exemple, sur la redevance concernant les réseaux électriques avec EDF, l'occupation du domaine public, ça représente une somme qui est d'à peu près 1 440 € par an. La redevance sur les réseaux télécoms est un peu plus élevée, elle est de 8 553 €, et la redevance gaz est de 4 500 € à peu près par an. C'est calculé, c'est révisable au 1er janvier de chaque année, basé sur les indices que j'ai précisés au début. Est-ce que je rentre plus dans les détails? Vous avez eu tous les rapports. Est-ce que les lignes à haute tension sont incluses dans ces tarifs ou c'est à part? La redevance EDF, c'est lié à un coefficient par rapport au nombre d'habitants et à un coefficient concernant le bâtiment. D'accord. Donc il n'y a pas de, on ne distingue pas, mais je crois que c'est plutôt les redevances concernant les lignes basse tension. Voilà. Sur le gaz, on distinguera l'occupation avec les conduits et certaines emprises. Sur les télécoms, c'est pareil, on distingue le linéaire aérien, le souterrain et l'emprise des installations. L'emprise autre des installations, c'est principalement des armoires de sous-répartition, c'est des choses assez modestes, ça représente très peu de mètres carrés. D'accord. Je pensais que pour les lignes à haute tension, il y avait une location à part, moi, qui était assez intéressante pour les communes. Mais... Là, on n'a pas dans ce rapport-là. Je vérifierai, je vous tiendrai au courant. Mais à première vue, ça concerne uniquement une corrélation avec le nombre d'habitants. Voilà. Est-ce que, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pas de questions, on passe au vote. Alors, pour la redevance concernant le transport d'électricité, quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? À l'unanimité, merci. Concernant la redevance sur les réseaux de télécommunications, hein, donc c'est la même chose, mais c'est avec d'autres tarifs. Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Eh bien, merci. Et la 12, la redevance pour la distribution de gaz. Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Merci pour votre unanimité. Maintenant, on va donner la parole à Gérard Collin pour la dénomination d'une voie communale. Oui, il s'agit de la voie communale numéro 48, dite de Julienne à l'Ormeteau, et afin de permettre la numérotation d'un immeuble riverain, il est proposé de mettre une plaque de rue et de baptiser cette rue tout simplement chemin de Julienne à l'Ormeteau, comme c'est inscrit dans le cadastre. Voilà. Alors je vous promets que la plaque de rue, par contre, aura bien de N à Julienne, contrairement au plan que j'ai fourni. Une belle balade hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui.
Y a-t-il des questions? Pas de questions. Tout le monde est-il d'accord? Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Eh bien, merci. Alors, Lynn. Oui, non, je n'ai pas besoin. Voilà, la convention habituelle, tous les ans, de partenariat avec l'Office du tourisme. Oui, c'est ça. Convention habituelle avec le partenariat pour l'Office du tourisme pour vendre les tickets. C'est une convention cadre et ensuite, à chaque manifestation auquel on va déléguer les billets, on fera une convention qu'on passera. Donc, c'est une convention habituelle. On a vendu beaucoup de tickets en 2020. Je ne répondrai pas. Je n'insiste Je pas. ne répondrai pas. Alors on croise les doigts que 2021 soit quand même pour le spectacle un petit peu plus prolique. Peut-être 200. Ah, quand même. Quand même. Y a-t-il des questions? Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir, s'opposer? Tout le monde est d'accord, je vous remercie. Laurent Comte, la délibération 15, c'est un renouvellement de convention, de coordination. Oui, alors on nous propose de renouveler la convention de coopération avant janvier 2021. En remarque liminaire, cette convention de coopération elle concerne tout particulièrement notre police municipale. Et le but de l'opération, c'est vraiment de continuer de renforcer son efficience sur le terrain avec, entre guillemets, ce qu'on appelle les forces de sécurité de l'État, c'est-à-dire notre brigade de gendarmerie. Donc, initialement, on a signé une convention pour la première fois en janvier 2015. Elle était re-signée donc, pour une durée de 3 ans. Elle était re-signée en janvier 2018. Elle doit être de nouveau re-signée en janvier 2021. C'est une convention tripartite entre le maire, dans un premier temps, dans le cadre de ses pouvoirs respectifs de police, avec le représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire le préfet, mais aussi, et depuis 2019, avec le procureur de la République, qui jusqu'alors n'avait qu'un avis consultatif à donner. Donc, convention tripartite à re-signer. C'est quelque chose de vraiment utile parce que elle va parfaire vraiment l'efficience de notre police municipale qui va pouvoir opérer sur le terrain, mais pas que, de multiples opérations, interventions qui n'étaient pas permises donc, si on n'avait jamais signé cette convention, c'est-à-dire que nos policiers municipaux, à titre d'exemple, vont pouvoir travailler sur des opérations de police judiciaire de manière concomitante avec la brigade de gendarmerie. Ça va leur permettre également d'opérer des rondes, soit pédestres, soit motorisées, avec les gendarmes en binôme. Ça leur permet également, le cas échéant, de pouvoir intervenir en travail de nuit entre 23h et 6h du matin. Et puis, c'est obligatoire également pour que nos policiers puissent disposer d'un armement. Aujourd'hui, les pistolets sont rangés au placard, mais ils ont toujours une matraque, et la matraque est une arme de catégorie D, donc il faut une convention de coopération pour pouvoir porter cette matraque à leur uniforme. Et puis, pour terminer, je dirais que depuis décembre 2019, il fallait au minimum 5 policiers municipaux pour que ce soit obligatoire la convention de coopération. Donc nous, on l'avait toujours signé de manière facultative, mais depuis décembre 2019, le législateur a baissé le seuil des policiers municipaux dans la commune, et donc ce seuil a été ramené à 3 agents, et donc nous, de toute façon, on a l'obligation de soit d'en créer une, soit de continuer de la faire vivre et donc de la re-signer. Donc manifestement, on n'a pas le choix. Mais c'est quelque chose de bien, de toute façon, je pense que tout le monde sera d'accord pour qu'on re-signe ce document prochainement. Voilà, vous avez des questions? Merci Laurent. Y a-t-il des questions? On peut tout de même indiquer que la coopération sur le terrain, effective au quotidien, entre nos policiers municipaux et nos gendarmes fonctionne très bien, et qu'ils arrivent à travailler ensemble vraiment main dans la main, mais vraiment au quotidien. Et on peut citer l'exemple de trafiquants de drogue locaux qui ont été arrêtés par les gendarmes sur travail de nos policiers municipaux, dans le cadre d'actions coordonnées parfaitement déroulées. Ça c'est certain. Auparavant, peut-être que nos policiers n'auraient pas été sollicités pour participer à ce genre d'intervention. Donc là, c'est sur demande exclusive du parquet, sous la tutelle et sous le couvert de la gendarmerie, quand ils interviennent pour faire du judiciaire, parce que les policiers municipaux en tant que tels ne sont pas détenteurs
d'une spécificité d'officier de police judiciaire, donc il travaille toujours avec un OPJ qui est gendarme et qui est dans ces cas échéants-là directeur des enquêtes. Voilà. Mais c'est vrai que le concours des policiers municipaux renforce d'une manière certaine, je veux dire, l'efficience de la gendarmerie sur le terrain, et vice-versa. Et alors que l'image des forces de l'ordre est écornée en ce moment, et que on connaît tous les débats qui ont trait à l'échelle nationale sur nos agents de force de l'ordre, on peut vraiment dire que nous, on a la chance d'avoir une communauté de brigades de gendarmes vraiment très à l'écoute, très coopérative, qui fait beaucoup de prévention, et je crois qu'on est à l'abri quand même de toutes ces situations au niveau national qui sont effroyables, et auxquelles on assiste aujourd'hui un peu la mort dans l'âme, parce que ces gens exercent des missions très compliquées, qui sont des missions qui changent d'une semaine sur l'autre radicalement, entre les manifestations qu'on connaît depuis 2 ans et demi et puis la crise du Covid où on leur demande de vérifier des auto-attestations. Voilà, je pense qu'on peut quand même voir pour le coup le côté positif. Et franchement, moi, je voudrais remercier et féliciter les gendarmes et les policiers municipaux de notre territoire pour la qualité du travail qu'ils effectuent, parce qu'on le voit, Laurent, tous les jours. C'est pas simple, et je pense qu'ils le font très bien. Ah oui, ils le font très bien, et puis nos municipalités avec eux, on entretient vraiment des liens étroits, et notamment de confiance, pas seulement de confidentialité, mais de confiance aussi, et c'est bien ça le plus important pour faire avancer les choses. Voilà, pas de questions? Bon, donc je vous propose d'autoriser le maire à re-signer cette convention. Alors, quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un... Oui, tu t'abstiens? Non. Quelqu'un souhaite-t-il voter contre? Alors, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, je continue. Délibération numéro 16, Gaël Saint-Hilary, et c'est la création du nouveau comité public consultatif Cinéma La Palette. Voilà, donc c'est pour constituer un nouveau comité consultatif public concernant le cinéma. Alors vous savez que le cinéma, c'est un événement culturel et de loisirs vraiment très important à la commune, un élément central de la politique culturelle et aussi de la politique de revitalisation de la ville. Il vit une période difficile en ce moment, mais donc on va lui consacrer un peu de temps et des moyens pour le développer et lui assurer un rayonnement régional. Donc, vous savez aussi qu'il y avait déjà un comité consultatif public qui avait été constitué dans le précédent mandat, qui a pris fin avec le précédent mandat, et donc on souhaite en remettre un nouveau en place pour associer les usagers aux réflexions qui concernent le cinéma. Donc je ne vais pas vous lire la délibération en entier, mais je vais peut-être au moins mentionner l'émission et la composition. Donc l'émission du futur CCP, ce sera de faire des recommandations à la commission culture, loisirs, animation et sport sur 3 axes, communication, travaux et fonctionnement. Ensuite, concernant la durée, on va l'instituer pour 3 ans, renouvelable éventuellement jusqu'à la fin du mandat s'il n'a pas fini ses missions ou si on en a des nouveaux pour lui. Concernant la composition, il y a quelques changements. Alors déjà, je dois vous donner tous les noms de la composition du comité consultatif. Et je vais vous préciser les petits changements par rapport à ce que vous avez eu. Donc il y a 3 élus municipaux, la présidente, Lynn Pazot, adjointe de la culture, l'animateur Bruno Lambet, conseiller municipal, et la secrétaire, ce sera moi, donc conseillère municipale déléguée à la participation citoyenne. Donc, vous voyez déjà que donc Bruno et moi, nous avons juste échangé nos rôles entre animateur et secrétaire. Ensuite, on aura 12 usagers du cinéma, donc Sandrine Berrettoni, Éric Béraud, Nathalie Bétry, Martine Champillot, Anthony Claire, Claire Cornillon, Jimmy Dumont-Vialet, Marie-Claude Duxin-Delrieux, Lauriane Gouaille, Daniel Sapardanis, Maxence Thévenin et Marc Vessilé. Ensuite, on aura 4 représentants d'associations, donc 2 pour l'association Cinémascotte, Christophe Hénig et Sylvie Guérin, qui vient en remplacement d'Evelyne Posé, qui préfère finalement ne pas participer. Et donc Sylvie Guérin était avant une simple usagée, donc elle viendra en tant que représentante de l'association. Et pour l'association Collectif La Palette, on a Daniel Co et Isabelle Maguigny. Et enfin, on aura les 2 employés municipaux, Bertrand Porcereau, le directeur du cinéma, et Pascal Simon. Alors, vous avez vu, vous avez d'autres détails concernant les missions, les rôles, les modalités de fonctionnement, les règles des échanges. Là, il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous avez déjà lu. Donc, je peux répondre à vos questions.
ce moment-là, je vais proposer au maire de passer au vote. Est-ce y a-t-il des questions? Aucune question. Alors on passe au vote. Quelqu'un souhaite-t-il s'abstenir? Quelqu'un souhaite-t-il s'opposer? Adopter l'unanimité, je vous remercie. Alors on n'a pas encore tout à fait fini, hein. Il y a la 17, je vais passer la parole à... il y a la 18 encore après, pardon. La 17, voilà, Lynn va quand même la présenter et puis je la retirerai, vous comprendrez pourquoi. On avait une super idée, c'était pour soutenir le commerce local, c'est d'offrir des places de cinéma aux enfants. Les enfants, on s'occupait des enfants, on avait des animateurs qui étaient là, on avait un petit goûter qui était prévu, il y avait 2 films, un film à 14h, un film à 16h, sur le samedi et le dimanche, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu qu'on ouvre les cinémas à partir d'aujourd'hui. Donc, l'un dans l'autre, on est obligé malheureusement d'annuler cette délibération. L'objectif, c'était que les parents laissent leurs enfants au cinéma pour aller dépenser leurs économies réalisées pendant toute la période du confinement dans les commerces de proximité de la ville. Voilà, je pense que c'était une super bonne idée. La com était prête, tout était prêt. On a étudié l'éventualité de transformer le cinéma en salle d'accueil de loisirs et réservé aux enfants. Mais juridiquement et politiquement, je veux dire, le risque est quand même important de s'attirer des difficultés par rapport à l'État, hein, et que bon, le jeu n'en vaut sans doute pas la chandelle. Tant pis, on le fera peut-être l'année prochaine. Voilà, l'idée, on va se la garder, mais on va retirer la délibération numéro 17 qui n'a plus de sens à ouvrir le cinéma en période de fermeture de tous les établissements culturels. N'aurait vraiment pas de sens. Hein. C'est bien dommage. Merci Lynn, c'était une bonne idée. Y a-t-il des questions? C'est dramatique de toute façon. D'avoir fermé cinéma, salle de spectacle, c'est dramatique. Le peuple, enfin je pense qu'on a besoin, actuellement, on a besoin de culture, on a besoin de se changer les idées. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Ah ben alors j'en profite. Donc samedi matin, quand vous irez faire votre marché, tous, comme vous avez vu que samedi dernier, il ne faisait pas un temps super idéal, un peu plus samedi dernier, donc ce qui était prévu samedi dernier et ce qui est prévu ce samedi-là, on va faire une grosse, entre guillemets, un gros marché et des grosses animations sur le marché. Alors grosse étant... voilà. Dans les mines de rien, je